Très très content de tous vous retrouver. On est déjà plus d'une vingtaine, 24 personnes. Waouh, c'est cool. Donc il y a plein de gens qui arrivent et très très content de passer l'heure qui va venir avec vous sur ce webinaire. On a un chouette programme, plein d'intervenants, donc je ne vais pas parler trop longtemps en intro. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que, comme vous tous, on a vécu la fin du monde cette dernière semaine. Nous, on est basé en Suisse et en Suisse, la semaine, vendredi dernier, a été annoncé plus ou moins la fermeture des écoles. Je vais juste vous demander à tous de fermer les micros si possible. Merci. Annoncer la fermeture des écoles et du coup, tout le monde depuis une semaine est en train d'essayer de s'organiser pour travailler depuis la maison. Et voilà, c'est quand même un contexte assez particulier. Moi, je vais directement commencer en fait pour vous parler de l'outil Zoom. Je pense que c'est vraiment important de parler de cet outil parce que il est en train un peu de nous sauver la vie, nous. Et on avait déjà l'habitude de l'utiliser beaucoup, mais maintenant je fais quasiment plus que du Zoom. Puis je me rends compte à quel point l'outil est vraiment puissant parce que je vois que là tout de suite, il y a toutes les personnes qui nous rejoignent utilisent Zoom et ont été capables de l'utiliser. Donc je vais juste partager mon écran et puis j'ai une petite présentation sur Zoom. Ici, vous voyez mon écran. Excellent. Euh, donc, pourquoi est-ce que Zoom est selon moi un outil vraiment important et intéressant à l'heure actuelle? C'est que c'est évidemment l'outil qu'on est en train d'utiliser maintenant pour se parler et on est en train d'échanger grâce à cet outil. Zoom a pas mal de compétiteurs qui sont même pour certains plus connus, donc le fameux Skype, Microsoft Teams, etc. Google Hangout aussi, qui est un gros compétiteur de Zoom. Plus récemment sont arrivés Whereby et d'autres outils de ce type. Mais je trouve que Zoom, nous, c'est en tout cas le choix d'outils que nous, on a fait au sein de Design Sprint, parce que c'est probablement le plus robuste en termes de qualité d'image, de qualité de son, etc. On peut faire des conférences ou des webinaires comme on le fait à l'heure actuelle avec plus de 100 personnes, ce qui est quand même pas rien. Et voilà, et c'est vraiment un super outil. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Zoom, par rapport à la compétition, c'est en fait que là, ce que vous voyez, en fait, c'est l'interface de quand on a Zoom et on peut organiser des réunions. Donc, typiquement, là, ce que j'ai fait pour ce webinaire, c'est j'ai organisé une réunion et puis on peut organiser deux types de réunions. Que ce soit des réunions ou des salles qui vont rester dans le temps et dans la durée, c'est-à-dire que je génère une adresse Zoom qui va rester pour tout le temps. Soit autrement, on peut la programmer et puis dès que je programme une réunion Zoom, bah, simplement, ça va générer un lien, comme vous voyez ici, un petit lien Zoom avec une invitation dans le calendrier. Et ça, c'est vraiment très très cool parce que ça permet en fait à tout le monde de facilement utiliser Zoom. Il suffit simplement d'envoyer ce lien, les personnes cliquent dessus. La première fois, vous l'avez peut-être vu, vous devez installer quelque chose, un petit logiciel à installer. Mais une fois que vous l'avez installé, après, vous pouvez facilement sauter d'une salle Zoom à une autre. Et ça fonctionne vraiment très très bien. L'outil, le design est un petit peu old school, je trouve, de Zoom, contrairement à des outils qui sont un peu plus léchés graphiquement, comme par exemple Google Hangout. Mais c'est peut-être aussi ce qui fait sa force, le fait que l'outil soit un petit peu brutal comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est ce qui fait que tout le monde peut l'utiliser. C'est très ergonomique en fin de compte, et l'outil marche plutôt bien. Les fonctionnalités que j'utilise tout le temps dans Zoom. Donc là, typiquement, là vous êtes en mode speaker, donc vous voyez le speaker parler, par exemple. Et puis, vous pouvez aussi le mettre en mode galerie. Donc, si vous regardez dans votre Zoom à vous, tout en haut à droite, vous pouvez cliquer sur la petite icône qui ressemble à une petite grille. Puis, vous voyez en fait toutes les personnes qui sont en fait dans la salle et vous voyez aussi leurs réactions et tout ça, ce qui est assez pratique. Euh, Nous, dans le cadre de nos workshops, quand on travaille avec Zoom, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est d'avoir les personnes qui sont dans la salle, dans Zoom. En fait, je réduis la fenêtre simplement du navigateur. Donc, la fenêtre de Zoom, je la colle de côté, je la mets par là à gauche. Et puis, du coup, ça libère beaucoup de place sur mon écran. Puis, du coup, je peux travailler sur Zoom. Enfin, travailler pas sur Zoom, travailler sur le logiciel. En l'occurrence, c'est Mural que je vais introduire tout à l'heure. Et puis, donc, vous voyez les personnes qui travaillent en fait directement et en même temps vous avez des personnes en visuel dans la salle Zoom. Donc c'est vraiment quelque chose de très très pratique à utiliser. Autre fonctionnalité que j'utilise beaucoup avec Zoom, bah, c'est ce que je suis en train de faire maintenant, c'est le partage d'écran, tout simplement. Donc vous cliquez en fait sur ce bouton qui est là en bas en vert, et puis à tout moment, alors faites-le pas maintenant s'il vous plaît, mais vous pouvez en fait partager votre écran et du coup prendre la main et présenter votre écran aux autres, ce qui est vraiment hyper pratique. Euh, donc là, typiquement, je clique sur partager l'écran, je peux choisir quelle fenêtre je partage. Donc ça vous permet aussi de ne pas partager n'importe quoi. Et puis dès que vous validez, ça partage cette fenêtre-là. Autre fonctionnalité très très utile, c'est ce que je suis en train de faire là, c'est l'enregistrement. Donc là, on peut enregistrer quand on clique ici.
soit sur l'ordinateur, donc au local. Attention, ça pèse vite assez lourd, les fichiers. Soit sinon dans le cloud. Avec le Zoom de base, vous avez une limite, je ne sais plus à combien de mégas, mais ce n'est pas une limite si longue que ça. Par contre, avec le Zoom Pro que j'ai, on a quand même 2 gigas à enregistrer dans le cloud, donc ce qui est quand même assez puissant. Puis la dernière cool fonctionnalité de Zoom que j'aime beaucoup, c'est diviser en groupes. Donc, en fait, c'est que, imaginez, là, on est, je sais pas, on est 50 dans la salle. On pourrait imaginer de séparer la salle en 5 salles, par exemple, comme ça. Puis, en fait, je peux créer un nombre de salles et puis je peux assigner des participants dans diverses salles. Donc, Zoom, c'est vraiment quelque chose qui est très, très adapté dans un cadre d'enseignement, par exemple, pour un professeur qui, d'un coup, voudrait partager la salle et justement partager ses élèves dans différentes salles pour faire des exercices. Donc, vraiment, vraiment hyper pratique. Au niveau de combien ça coûte, j'aime aussi bien Zoom parce que la version gratuite est vraiment très très puissante. On peut déjà faire beaucoup de choses. Le seul truc embêtant, c'est qu'en fait, c'est limité les réunions à 40 minutes. Les réunions de groupe sont limitées à 40 minutes, ce qui passe quand même assez vite, surtout à l'heure actuelle. C'est pour ça que moi j'ai un Zoom Pro, ce qui fait qu'en fait, on n'a plus vraiment de limite de durée, c'est 24 heures et ça coûte $15 par mois, ce qui est tout à fait abordable. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous présenter au niveau de Zoom. Et puis, je vais directement, en fait, vous présenter le deuxième outil que je voulais vous montrer, qui s'appelle Mural. Alors, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat, et puis j'y réponds très, très volontiers après. Donc, en fait, Mural, je vais juste vous partager un lien. Voilà. Je vais vous partager un lien, et puis je vais vous demander, en fait, donc le lien, vous le trouvez dans le chat. Il va s'afficher maintenant. Voilà. Et puis, vous pouvez me rejoindre, en fait, sur Mural. Voilà. Et je vais de nouveau partager mon écran. Vous verrez ce que moi je vois. Voilà. Excellent. Et puis, donc là, vous allez rentrer en mode anonyme, s'il vous plaît. Il n'y a pas besoin de vous créer un compte. Voilà. Et là, on est tous dans Mural et on va tous collaborer. Donc, petit exercice assez rigolo. Mural, c'est un logiciel vraiment pratique pour faire de la collaboration en temps réel au même endroit. Donc, en fait, vous allez simplement double-cliquer et vous allez créer un post-it. Et j'aimerais que sur votre post-it, vous écriviez le nom d'un animal, n'importe lequel. Voilà. Excellent. Allez-y, créer un ou deux animaux comme ça. Ok, vous êtes beaucoup, donc voilà. Ok, stop. Il y en a bien assez. Je vais descendre tous vos post-it. Voilà. Et puis maintenant, je vais créer en fait des grands post-it. Je vais faire des post-it roses, comme ça on les voit bien, en haut. Et puis, je vais vous demander de classer les animaux par type d'animaux. Donc, typiquement, j'ai les mammifères, j'ai les oiseaux. Vous allez les mettre en colonne par-dessous. Les oiseaux, les poissons. Alors, je ne suis pas biologiste, hein, donc vous m'excuserez. Les poissons, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type d'animaux? Voilà. Donc, on est beaucoup. Donc, c'est vite la guerre, mais vous voyez le truc. Les poissons, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type d'animaux? Mammifères, oiseaux, poissons, les reptiles. Ok. Les disparus, les cobras, hein. Les disparus, ok. Voilà, je vous laisse ne pas déplacer les roses. Voilà, je vais les bloquer. Et puis, essayez de créer des colonnes. Vous faites une grande colonne avec chaque type d'animaux en dessous. Voilà. Ah, donc bon, il y a beaucoup de mammifères. Hein, donc, le pangolin, merci. Hein. Ok, excellent. Les disparus, le dodo. Pas mal. Ok. Faire un petit peu de ménage ici. Excellent. Donc, vous voyez à quel point on peut collaborer de manière vraiment rapide. Hein. Là, il y a beaucoup d'animaux, donc essayez de répartir un peu ces mammifères. Voilà. Ok. C'est pas mal. Voilà. Donc là, on est beaucoup, mais c'est assez idéal de travailler quand on est une équipe environ de 10 personnes. Puis maintenant, je vais vous montrer une autre fonctionnalité de Mural que j'adore. C'est en fait la possibilité de voter. Alors, je vais vous distribuer en fait des votes. Je vais donner un vote par personne. Et vous allez voter pour l'animal le plus cool du monde. Le plus cool du monde. À votre avis. Hein. À votre avis, vous êtes prêts?
Voilà. Et donc là, vous allez chacun avoir un vote. Et je vais vous demander de voter pour... vous cliquez en fait sur un post-it. Voilà, vous avez vu mon vote, mais tous les autres sont secrets. Vous avez voté? Ok. J'arrête le vote. Et là, on voit les résultats. Donc, les votes sont unanimes, c'est-à-dire qu'on a 4 personnes qui ont voté pour le requin, 4 personnes qui ont voté pour le T-Rex, etc. Bon, c'est un exemple, vous voyez le principe, mais en fait, je pense que ça montre bien la puissance en fait, de Mural, qui est en fait vraiment un outil de collaboration extrêmement puissant, puisqu'il permet vraiment de finalement travailler tous ensemble au même endroit et de s'aligner, en fait, de voter sur des choses qui peuvent être aussi importantes. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans l'onglet Converser sur Zoom ou sur Mural. Est-ce qu'il y a des questions? Comment tu gères les salles? Alors, les salles, c'est au moment où on les crée. On peut simplement assigner telle personne dans telle salle. Donc, en fait, on choisit les personnes et puis on les glisse dans les salles. Et ensuite, moi, je peux sauter d'une salle à l'autre. Les classes pour Zoom doivent être gérées par le même speaker. Euh, Dans les Zoom Pro, on peut donner des rôles de host à d'autres personnes et du coup, on peut imaginer d'avoir des sous-hosts qui s'occupent des salles. Voilà, là, excellent. Je vais maintenant passer la. Comment fais-tu les energizers? Ben, ça c'est de la facilitation finalement, où vraiment, ça c'est vraiment le facilitateur. Je peux encore peut-être juste vous montrer très rapidement quelque chose. Nous, notre spécialité au sein de Design Sprint, c'est justement de faire du design sprint. Puis je peux juste vous montrer dans Mural. Euh, un, Ça, c'est vraiment un template mural complexe. C'est-à-dire que ça, avec ce template-là, c'est notre template en fait pour les design sprints en remote. On peut faire une semaine entière dans ce template-là. C'est-à-dire que là, chaque jour, les exercices en fait vont s'enchaîner et puis on va pouvoir vraiment mener un sprint entier, ce qu'on ferait dans une salle physique. On va être capable en fait de le mener grâce à ce template-là, jour après jour après jour après jour. Et en fait, à la fin de la semaine, on a le sprint entier qui s'est déroulé au sein du même espace. Donc c'est tout à fait possible de le faire. Et après, c'est vraiment des skills de facilitation, on va dire. Top. Juste une question rapide, Mhm. oralement. Donc, dans ton map, tu peux aussi utiliser en fait ce document comme documentation finale de ton exercice, c'est ça? Absolument. En fait, c'est dans un sprint physique, donc dans un workshop physique, on a la salle et on va prendre des photos, on va capturer. Là, on a tout dans le même document et on peut après, en effet, faire des exports. Je crois que quelqu'un m'en a parlé. Donc, depuis Mural, on peut faire des exports. Une question encore Mural versus Miro. Ça, c'est toujours le truc. Dès qu'on parle de Mural, les gens parlent de Miro. Dès qu'on parle de Miro, les gens parlent de Mural. C'est deux produits très, très proches. Moi, j'utilise personnellement plutôt Mural. Mais Miro est excellent aussi et permet de faire à peu près la même chose. Miro est un poil plus cher que Mural. Donc les deux ont des plans gratuits, etc. Mais c'est une board, c'est plutôt pour essayer. Mais si vraiment vous voulez l'utiliser au quotidien, il faut passer à un plan payant. Je vais passer le relais à Paul van der Linden qui va nous parler aussi de Mural, mais dans un contexte d'enseignement. Comment, par exemple, un enseignant peut s'approprier l'outil pour justement enseigner à sa classe. Paul, on t'écoute, n'hésite pas à partager ton écran. OK. Bon, je ne suis pas francophone si j'ai quelques petites fautes orthographiques. Je suis déjà désolé, mais pour l'histoire ou le story, c'est pas, je pense, trop grave. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'on a vu les dernières semaines, il y a beaucoup d'écoles qui ont arrêté, ouvre les portes et les enfants sont à la maison, ils reçoivent peut-être quelques consignes de l'école, fait cette devoir, des choses comme ça. Mais je pense pour le moment, c'est très important pour les enfants d'avoir toujours le même rythme, les mêmes situations comme avant, au normal comme passible. Et pour ça, j'ai pensé comment on utilise, par exemple, les Zoom et le Mural et WhatsApp comme utile pour créer un environnement pour les enfants presque normal. Et j'ai créé maintenant un grand mural qui peut être utilisé par les profs de l'école avec beaucoup de choses dedans qui sont intéressantes normalement dans une classe.
En principe, les professeurs utilisent Zoom pour parler, pour discuter, comme on a vu avant, qu'on est tous sur vidéo, le prof explique les choses, mais si, par exemple, il y a des devoirs à faire ou des exercices à expliquer, il peut utiliser le Mural. Et par exemple, s'il y a un moment qu'il va dire, OK, maintenant on va travailler sur les sujets, ils mettent par exemple un timer, ils mettent le start timer et vous voyez que maintenant j'ai exactement 5 minutes pour finir mon petit démo de Mural aussi. Dans l'écran complète, je peux aller sur des sujets que j'ai créés avant. Avec le petit outline ici, je peux tout de suite aller au le sujet que j'ai défini, le top. Et dans le top, j'ai toutes les informations que pour l'élève, c'est important de savoir. OK, le prof aujourd'hui, c'est Paul van der Linden, le sujet, c'est mathématiques. Et si vous perdez le Zoom, il y a toujours un petit information pour reconnecter sur le Zoom, des choses comme ça. C'est les informations intéressantes. À côté, j'ai mis pour le professeur des quick links pour les petits topics que j'ai créés sur le Zoom. So, par exemple, si je veux aller aux tips and tricks, je clique sur le tips and... Pardon, ça ne marche pas. Ça s'appelle l'effet démo, Paul. Pardon? Oui, non. L'effet démo. Mais je vais là-bas. J'ai créé un petit tips and tricks pour, dans plusieurs semaines, les enfants créer ou voir, si je fais ça, c'est plus utile pour utiliser le mural. Et tout le monde peut mettre le petit tips and tricks dans cet espace. Par exemple, aussi, sur la présence des élèves qui sont là. Oui, j'ai vu Paul, j'ai vu... non, je n'ai pas vu Aigle, j'ai vu Fabrice, j'ai vu Orlan, et je mets sur présente. Et pour ça, on est sûr que les personnes ont contribué sur le cours en ligne. Intéressant aussi pour les enfants, pour avoir une calendrier avec tous leurs cours sur Zoom et Mural dans cette semaine. Il peut regarder, maintenant on a le mathématique le vendredi et lundi, j'ai aussi le mathématique et avec l'adresse de Zoom dedans pour accès directement le moment où vous êtes là. Si, par exemple, le prof a des devoirs, tu vas directement sur le devoir, les fiches de devoirs sont là, et par double clic sur le petit fichier, il va ouvrir ce document dans ton application de PDF, c'est peut-être ton browser ou Adobe, et tu peux sauvegarder directement sur ton PC le fiche pour travail. Si tu as rempli ou fait ton devoir, tu peux envoyer le devoir avec le WhatsApp et le prof va corriger et redonner l'information sur le mural ou sur WhatsApp. Et on n'a pas besoin des choses compliquées comme Dropbox ou des autres outils très technologie. Le grand avantage aussi, maintenant, on est vraiment dans une partie école avec, je pense, le plus intéressant, c'est le tableau. Et le tableau, c'est quelque chose qu'on peut mettre toutes les informations qu'on a dedans. Par exemple, si je voudrais mettre les informations dedans, je juste prends
cette petite image, par exemple, de mon PC et je mets sur l'écran. Par exemple, j'ai des nouvelles informations juste reçues. J'ai pris un petit screen capture de cette séance juste avant et je mets là. Mais encore très important, je peux utiliser le tableau aussi comme une vraie whiteboard. Et maintenant, je vais switcher sur mon iPad et avec une petit, peut-être vous voyez ça, un petit stylo iPad, je peux écrire dans cet écran Cool. tout de suite. Avec deux doigts, je peux changer le côté où je vais quelque chose, je peux changer les informations, etc. Si, par exemple, oui. Il y a en fait deux questions dans le chat. La première, c'est Mural, ça existe en mode gratuit? Si oui, même fonctionnalité que la version payante. Peut-être que je peux répondre à celle-ci. C'est qu'en fait, quand on est en mode payant, on paye par licence. Donc en fait, tant que les personnes sont anonymes dans un mural, on ne paye rien. Par contre, dès que les personnes ont des comptes et qu'on peut voir leur nom, là, ça devient payant au bout d'un moment. Donc en fait, si vous avez 15 élèves dans la salle, ça devient payant et ça devient vite, rapidement assez cher. Donc c'est vraiment par rapport au nombre de comptes. Excuse, Paul. Oui, mais non, mais c'est bon. Mais tu peux accepter les élèves anonymes, comme on a fait avant, et pour ça, le prix, ce n'est pas trop grand. Mais aussi, si c'est payant, le total, c'est en principe très, très, très limité pour le budget. Une école, normalement, a yeah. Paul, il y a d'autres questions. C'est le menu Outline permet-il de se déplacer facilement par les différents tableaux? Oui, non pas les tableaux, mais oui, le tableau, le petit object créé dans le grand mural. Et le moment que tu as créé quelque chose, tu juste mets un add ou ajoute sur le outline et automatiquement cette partie est là. Et si par exemple tu lock cet endroit, il n'y a personne qui peut changer et ça reste tout le temps au même endroit. Top, Je pense que génial. ça, c'est intéressant aussi parce que peut-être dans 2 semaines, le grand tableau ou le mural est complet avec beaucoup d'informations. Tu peux utiliser le find et je pense que c'est très, 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 très fort. C'est, par exemple, je mets trouver et j'ai vu qu'il y a 2 fois trouvé dans cette murale et je regarde, il y a une jaune et une bleue. Mais par exemple, si je sais, par exemple, on a 3 Benjamin dans les classes et Benjamin bleu doit répondre. On voit tout de suite qu'il y a seulement un result parce que j'ai changé l'option cherche avec le couleur bleu et pour ça, j'arrive sur le bon Benjamin. J'ai seulement 5 minutes, je pense, mais mon temps est déjà Ouais, fait. on est au bout. Merci beaucoup, Paul, d'avoir partagé tout ça. Donc, si vous avez des questions sur comment utiliser Mural dans un contexte d'éducation, ou si vous êtes enseignant et que vous voulez avoir des conseils, n'hésitez pas à retrouver Paul. Paul, peut-être tu nous laisses ton email ou ton Oui. LinkedIn dans le chat. Oui. Et on va directement aller du côté de Carole, si tu veux bien. Donc, enlever le muet et partager ton écran. Voilà, je vais Carole. partager mon écran. Dans et les moi, vignes. Voilà. J'ai 3 outils, notamment sur un usage collaboratif. Donc, voilà, je le lance. Voilà. L'objectif, en fait, c'est de vous présenter aujourd'hui, en fait, comment animer une visioconférence avec l'outil Jitsi Meet. Vous verrez qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui ressemblent à Zoom. Par contre, il est très simple en termes d'accès. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup utilisé aujourd'hui par les services de l'État, notamment, en fait, pour pouvoir assurer des visioconférences.
suivra en fait le mode collaboratif avec Framaboard et Trello, qui sont 2 tableaux de bord en ligne. Je vous ai point de vigilance par rapport à une visioconférence avec Jitsi. Alors Jitsi, il faut savoir en fait que ça vient en fait de l'université de Strasbourg. C'est un projet 100% libre qui est basé sur la technologie du web RTC. Alors la difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est le seul point un peu négatif en fait de cet outil, c'est que Apple n'est pas encore compatible. Donc si vous passez par un équipement Apple, vous n'aurez que l'audio, vous n'aurez pas la vidéo possible avec Jitsi. Par contre, tous les Carole, points un instant. positifs. Je peux juste te demander, peut-être si chez toi, tu as un endroit où tu as un Wi-Fi un peu plus puissant, parce qu'on te perd en fait. Ah, non. T'as pas? Bon, on essaye. Ouais, d'accord. Donc, donc là, par rapport en fait au point positif par rapport à Jitsi Meet, c'est qu'il n'y a pas d'inscription préalable, pas de compte à créer. Il n'y a pas de données. Donc, c'est un simple URL qui est créé et que vous pouvez diffuser via votre boîte mail à vos utilisateurs traditionnels. Et c'est très fluide puisque vous verrez qu'il y a 3 fonctionnalités, 3 boutons à maîtriser pour pouvoir assurer et animer une visioconférence. Donc, et notamment en fait publicité au titre des chatons, donc c'est les outils libres des colibris, le mouvement des colibris en économie sociale et solidaire. Vous pouvez donc y accéder en allant directement sur leur site à colibri-outilibre.org et le carré qui s'appelle Visio. Si vous cliquez dessus, vous tombez directement sur un salon et vous pouvez déjà en fait animer une webconférence. Sinon, vous allez sur le site en passant par leur URL. Donc, c'est https://meet.jitsi. Et là, vous allez arriver en fait sur cette interface qui vous permet en fait de créer directement l'intitulé de votre réunion, ce qui permet aussi de personnaliser votre lien URL que vous allez ensuite diffuser via votre boîte mail. Vous allez aussi pouvoir le connecter à votre calendrier Google pour pouvoir inviter éventuellement aussi via votre agenda si nécessaire. Ça, c'est cool. Vous retrouvez en fait les principales fonctionnalités au niveau de Jitsi qui sont intéressantes aussi. En plus, vous avez vraiment une sécurité au niveau de vos données et que c'est un outil qui est testé aujourd'hui par les collectivités et les services de l'État. Donc et il n'y a pas de restriction au niveau du nombre d'utilisateurs à la différence de Zoom. C'est-à-dire que ce qui vous limite, c'est votre débit. C'est tout. Sinon, vous pouvez avoir le nombre d'utilisateurs que vous voulez et le nombre de minutes que vous voulez aussi pour assurer votre webconférence. J'ai juste une question. Alors, Jitsi est gratuit, on est d'accord, hein? Question oui, de… tout à fait. Mm-hmm. Oui. Et c'est libre et gratuit, Jitsi. Voilà. C'est le grand intérêt aussi de Jitsi. Et maintenant, on va aller voir du côté de chez Noémie. Si tu veux bien allumer ton micro et nous partager ton écran. Noémie va nous parler de Monday, qui est un outil de gestion de projet un peu plus complet et complexe pour les équipes. On t'écoute, Noémie. Bonjour à tous. C'est bon, vous m'entendez? C'est parfait, on t'entend. Ok, super. Alors, je vais directement lancer un petit toggle, comme ça, j'ai la maîtrise du temps. Bon. Ok. Alors, Monday, ça ressemble à ça. Donc, c'est un gestionnaire de tâches en ligne. Je pense que c'est un concurrent direct de Trello. Et l'intérêt de cet outil, c'est qu'on a quelque chose qui est assez visuel, en fait. Ce qui, pour mon cas, donc j'ai une agence de graphisme, est particulièrement important. Et la raison pour laquelle on s'est fixé sur cet outil-là, c'est que auparavant, les gestionnaires de tâches étaient moins complexes et en fait, on avait souvent 2 états. On avait un état où la tâche était faite et un état où la tâche n'était pas faite, donc un checkbox. Et ici, on a ce truc-là qui m'a vraiment séduit, qui est le statut. Donc, les tâches, par exemple celle-ci, peut avoir un état en montage, en écriture. C'est vous qui pouvez définir les statuts possibles. Donc ici, je peux éditer les statuts possibles. Ici, j'ai un feedback client, écriture, publié, en montage, etc. Mais je peux en ajouter autant que je le souhaite. Non, pas autant que je souhaite, mais quand même un nombre assez cool. Et puis après, on peut définir un owner de la tâche. Et là, on voit qu'on peut faire des updates.
Les updates étant comme un espèce de chat où les différentes personnes qui sont sur ce board, donc ça fonctionne par boards comme ça, les personnes qui sont sur ce board peuvent voir les différentes updates et on peut avoir des conversations en taguant les gens et en se mettant des fichiers à disposition, ça peut être du PDF, ça peut être des images, ça peut être de la vidéo. Ici, on a une boîte d'informations qui sert à mettre les fichiers lourds, donc qui peuvent aussi rester là à disposition des équipes. On peut être averti par email ou pas lorsqu'on est tagué. On a des choses qu'on peut faire ici dans les updates. On peut par exemple faire des checklists qui sont super pratiques. Donc, si je fais cette checklist-là, après, ça me permet de pouvoir cocher les choses au fur et à mesure. Donc ça c'est assez chouette. On peut voir aussi qui a vu l'update pour pouvoir en rediscuter après. Donc au niveau du travail d'équipe, c'est vraiment quelque chose c'est vraiment un outil qui m'a beaucoup facilité la vie depuis 2 ans qu'on l'utilise. Quoi vous dire d'autre par rapport à ça? Oui, bien sûr, donc on a des tâches comme ça avec des updates, donc quand on ouvre les tâches, c'est-à-dire une conversation par rapport à la tâche. Et on a différents boards. Et en fait, on peut avoir un board par projet, un board par client, c'est égal. Et ce qu'on peut faire, c'est que dans mon cas, c'est intéressant aussi parce qu'on peut inviter des clients. Donc ça dépend de ce que vous avez à disposition comme abonnement avec Monday. Mais en l'occurrence, dans le contrat que j'ai avec Monday, on peut inviter des clients. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent venir directement ici interagir avec l'équipe sur les projets. On a également la possibilité, bien sûr, de mettre des deadlines. On a un truc que je n'utilise pas énormément, mais qui permet de définir des dates de projet. Donc, par exemple, du 28 au 22. Et après, on peut, sauf erreur si je double-clique là-dessus, bon, je ne sais plus comment on fait, mais on peut voir vraiment un espèce de calendrier avec ces tâches à l'intérieur, avec ces dates à l'intérieur et qui travaille sur quoi, à quel moment. On a un compteur de temps également que je n'utilise pas parce qu'il est moins performant que Toggle, mais on n'a pas encore fait le nécessaire, mais on doit pouvoir lier les deux. Et voilà, là, je crois que je vous ai dit, est-ce que je suis encore dans le timing? 4 minutes. Si, tu es parfaitement dans le timing. Merci d'ailleurs pour ça. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous travaillez tout dans Monday ou est-ce qu'à côté, vous avez un Slack ou comme ça pour communiquer? Non. On travaille tout dans Monday. Je ne suis pas très à l'aise sur Slack. Je trouve un peu fouillis. Après, c'est toujours hyper difficile de choisir un de ces outils parce que tant que tu n'as pas réellement utilisé et eu un projet complexe, tu ne vois pas les faiblesses. Et j'ai vu les faiblesses chez Trello, j'ai vu les faiblesses dans Slack aussi pour retrouver de l'information. Alors, je ne dis pas que c'est des mauvais outils, hein, c'est par rapport à mon utilisation, Monday convient mieux. Simplement parce que on a ce overview où tu arrives et tu sais qu'est-ce qui est en montage, qu'est-ce qui est en écriture, qu'est-ce qui est en feedback client. Donc, un truc en termes de couleur. Et puis, ces updates que tu peux ouvrir et le partage de fichiers qui, pour nous, est vraiment très important. Ouais. Donc, en fait, vous n'avez même pas une Dropbox comme ça ou un serveur à côté? Tout est dans Monday? Tout est dans Monday, ouais. Wow. Okay. Absolument tout. Donc, il ne faut pas qu'il tombe si possible. Ouais. Je donne juste les gammes de prix. Ouais. J'ai pas de contrat, hein, donc voilà, c'est par nombre de personnes. Et ici, vous avez des tarifs donc c'est assez cher hein, quand même. Vous avez des tarifs, je trouve, par mois, selon le nombre de personnes. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment un outil qui est extrêmement complet et qui nous permet vraiment de vivre avec une équipe de 5 personnes et beaucoup de clients invités qui viennent directement faire leur feedback ici. Mais du coup, je vois stockage de fichiers 5 gigas, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, exactement. Ça, c'est pour la version basique. Vous êtes sur quoi pour ton entreprise? Je pense qu'on doit la version pro. Ouais, pour être illimité, parce que si tu mets 3 fichiers Photoshop, t'es vite à... Oui, mais alors après, on ne met pas les fichiers de travail. On met vraiment que les fichiers d'export, donc du PDF, pour le commenter, soit que ce soit au niveau du client, soit que ce soit à notre niveau. Donc, jamais les fichiers sources, bien sûr. Ouais. Top.
Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à les mettre dans le chat. Merci beaucoup pour cet outil parce qu'en fait, moi, ça m'intéressait beaucoup de le voir de l'intérieur. Il y a beaucoup de pubs en fait qui se fait sur monday.com. Oui. En tout cas, moi, je me fais harceler par leurs pubs et ça a l'air cool en fait. Donc, Ils sont super présents, en effet. Mais ouais, je pense qu'ils ont vraiment un avantage concurrentiel de cette manière de présenter les choses, en fait, qui est assez unique. Tu le conseillerais pour des entreprises de quelle taille? Ou aussi des associations ou des groupes de quelle taille? Moi, j'ai l'impression que, je ne sais pas, peut-être des entreprises jusqu'à 50 personnes, ça peut être assez idéal. Après, j'imagine que ça devient un petit peu fouillis, ou alors il faut vraiment être très clair sur les boards et puis avoir quelqu'un qui gère spécifiquement. Là, chez nous, je vous montre un des boards que j'ai le droit de montrer, mais on voit ici que les tâches sont regroupées par groupe. Et de temps en temps, chez nous, on a, enfin dans mon board général, on a des groupes comme ça par mois. Et chaque mois, en fait, je vais mettre tout ce qui est fait ensemble, je vais le garder et je vais archiver. Et après, on va faire le mois suivant, etc. Donc, il faut quand même être un peu propre et strict sur la manière dont c'est géré. Top. Merci infiniment, Noémie. Vraiment cool de le montrer. J'ai pas vu s'il y avait des questions, parce que du coup, j'ai perdu la fenêtre. Non, c'est bon. Je crois que tu étais hyper clair, tu as répondu à tout. Ok, On va là, Benoît. Hello, Steph. Salut, Benoît. Oui, je suis là. Benoît va nous présenter un outil qui s'appelle Sococo, que je ne connais pas du tout et ça m'intéresse de découvrir ça. Très bien. Et je vais mettre le timer en physique. Je reste aussi dans le temps. Outil de travail, toujours là. Vous pouvez bien voir mon écran? C'est parfait. Top. Alors, Sococo, c'est un outil de collaboration, en fait, un outil de Virtual Office qui permet en fait de se projeter dans un travail comme si on était au bureau, comme si on était dans l'office en face-to-face. On regarde d'abord le coût. Ils ont différents ranges de coûts qui partent de $13 à $11. C'est exactement les mêmes fonctionnalités selon ces différents. Simplement, il y aura plus de disponibilité en termes de floor qu'on va pouvoir faire. Donc, pour vous donner une idée très concrète, on va directement aller, venez avec moi, visiter les bureaux virtuels de Knowledge Expert. Et ici, on y arrive. Donc, vous voyez sur la gauche, toutes les personnes avec qui j'ai un lien direct et j'interagis en général assez souvent. Là, on a le floor plan, donc divisé avec un silent coworking quand on veut travailler de façon silente. Là, je suis dans l'espace Do Not Disturb en train de présenter. Et puis, on peut très facilement bouger d'une salle à l'autre. Donc, aller par exemple sur la salle meeting. Sur une salle, on a des actions. On peut fermer la porte si on veut avoir une conversation qui reste privée. Et inviter des personnes, par exemple, dire, je ne sais pas, Rania, je voudrais l'inviter à avoir une conversation, get Rania, et puis elle recevra un message pour venir avec moi dans cette case. Je peux aussi frapper à une porte où je vois il y a deux personnes, Cyril et Laura, qui sont en train d'avoir une conversation. Ouais. Excuse-moi, il y a ton écran qui clignote noir, ou est-ce que c'est que moi qui le vois? Je vais non, essayer. Je vois que tout le monde dit pareil. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est Sococo ou est-ce que c'est ton écran? Je vais refaire le share. Stop share. Désolé. Non, c'est les risques de la pandémie. Et on va partager uniquement Chrome. Est-ce que c'est bon? C'est parfait. Top. Donc, on peut aussi frapper à une salle. Là, il y a Cyril et Laura qui sont en train de travailler. Ce qu'on voit aussi, c'est le petit micro. Ça veut dire qu'on a branché le micro ici. Et le petit écouteur, c'est que les personnes, elles ont branché l'écouteur. Et la petite icône ici, ça veut dire qu'elles ont aussi la webcam. S'il y a quelqu'un qui a cette icône, c'est qu'il est en train de présenter à travers Sococo. Donc, je vais leur demander gentiment, est-ce que je peux venir chez vous? Et ils m'ont accepté, donc je suis invité dans la pièce. Je vais mettre mon haut-parleur. Non, pas. Hello! Ouais, je viens de terminer mon call avec Fatia, ça s'est bien passé. Hello les gars! Une réunion, hello Philippe! call lundi prochain à 15h. Et je voulais voir un petit peu. Ils sont en train de travailler. Salut Philippe! Et on peut donc partager des écrans comme ça.
je ne vous dérange pas plus, je faisais juste une petite présentation de comment fonctionne Sococo. Voilà. Et revenir dans d'autres salles comme on le veut. Ce qu'il y a de sympa, c'est qu'il y a pas mal de floor plans, donc on ne peut pas configurer le plan comme on le veut, mais il y a beaucoup de choix. Donc, ce que tu veux dire, c'est que ce n'est pas vraiment les bureaux de Knowledge Expert, c'est des bureaux qui ressemblent. Ah oui, non, tout à fait. On n'a pas un plan comme ça en physique. Là, c'est vraiment les bureaux virtuels. Dans le cadre du Covid, c'est super chouette, spécialement parce qu'on est tous depuis la maison. Donc, il n'y a personne qui est dans un bureau, donc on est tous à la même enseigne. Et d'être ici virtuellement ensemble, ça amène vraiment énormément d'émotions positives en fait de travailler avec les collègues. Ce qu'on fait aussi de temps en temps, par exemple, là, tu vois, coffee break, quand quelqu'un veut faire une pause café, il se met là-dedans. Quand quelqu'un d'autre voit, ah tiens, il y a cette personne qui est en train de faire une pause café, elle la rejoint, on a un chat casual et ça, c'est vachement sympa. Un autre truc, je vous amène dans un autre floor plan et puis on peut faire un petit essai ici ensemble. Je vais aller sur la terrasse et puis vous envoyer un lien. On va tous pouvoir essayer d'y aller. Je n'ai jamais encore vraiment fait l'essai avec autant de monde, donc je ne sais pas du tout comment Sococo va réagir. Faire cracher Sococo. Mais on va essayer. Donc, ne mettez pas le micro ni le casque parce qu'autrement, on va avoir probablement des effets Larsen qui vont arriver. Mais juste pour voir que on peut inviter des personnes. Ça ne marche par contre qu'avec Chrome. Donc, si vous avez un autre navigateur, ça ne va pas fonctionner. Tu nous as mis le lien où? Dans Zoom. Dans le chat? Ouais, je vois. C'est pas au même endroit. C'est tout en haut dans la barre verte de Share. Il y a une petite flèche à droite. Tu cliques sur la flèche, le premier onglet Converser, puis tu colles ça dedans. Voilà. Parfait. Everyone. Voilà. Vous l'avez reçu, c'est bon? C'est parfait. Top. Il demande un nom. Voilà. Et puis, quand il y a des gens qui arrivent, je fais Allo Guest. Il faut par contre les accepter à chaque fois. Ah, je crois que c'est complet. Tous les guests sont déjà… Tu as un nombre maximum. Ça vous dit qu'il y a un nombre maximum? Ouais, moi je peux pas rentrer. Voilà. J'avais jamais essayé parce qu'on fait typiquement sur le floor KE, on a une salle où il y a les interviews, on a aussi des liens. Là, tu vois, on peut mettre des liens dans les salles. Et quand tu cliques dessus, ça ouvre un lien externe dans le browser. J'ai juste mis Ball of Fresh Air. Et par exemple, si je reviens sur le plan KE, on a une salle qui est dédiée pour les interviews. Quand on fait des interviews, on donne un lien ici, les personnes arrivent, puis on a déjà des liens aussi pour leur montrer certains assets qu'on montre aux personnes, aux candidats qu'on interviewe. Donc voilà un petit tour d'horizon très rapide. Il reste 1 minute et demie. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, moi, j'ai une question. Vous êtes une quarantaine dans votre espace. Est-ce que la prise en main de cet outil et l'appropriation, elle s'est passée rapidement ou est-ce qu'il a fallu former les gens? Est-ce que c'était compliqué de votre côté? Ça se fait hyper rapidement, donc il n'y a pas du tout besoin de formation. C'est très, très basique en fait en termes de fonctionnalité. Ce que je vous ai montré, c'est plus ou moins la fonctionnalité de Sococo. Donc, ça se prend extrêmement rapidement en main. Après une journée, on est vraiment à l'aise avec. C'est par contre pas du tout un remplacement pour du Slack ou du Teams en termes de messaging, mais c'est un truc très, très complémentaire surtout nous, on est très, très distribué, donc il n'y a pas vraiment de bureau central et ça donne une émotion très, très forte de faire partie du collectif, de voir où sont les collègues et comment interagir ensemble. Voilà. Top. Merci beaucoup, Benoît. Il y a une question de Nicolas Pagès qui demande les limites du produit. Les limites, c'est dans le fait que c'est vraiment fait pour avoir ce bureau virtuel, mais ça ne remplace pas un Slack, ça ne remplace pas un Teams. Donc, ça peut être vu aussi comme une couche supplémentaire, mais qui pour nous apporte vraiment le bénéfice, pas en termes de plus de communication plus rapide, mais de cette vue complète de où on est, qu'on est avec des collègues et qu'on peut interagir facilement et qu'il y a plus de liens sociaux quand on est très, très à distance. Juste une question. Super, merci pour répondre. Une question très rapide par
plus rapide par la voix. Est-ce que tu as imaginé ce type de produit dans une structure où tu as une cinquantaine de consultants, une centaine, mais ton bureau virtuel, c'est le pays virtuel, où dedans tu as des clients et tu sais quelle personne est à quel endroit. Ce qui fait que une personne d'entreprise peut peut-être avoir une interaction plus rapide en disant bah, lui, je sais qu'il est physiquement là et j'ai un lien, on va dire, visuel du lieu où un de ses collègues peut travailler, et puis, etc., etc. Tout à fait. C'est ce qu'on avait fait il y a une année en fait pour 2 projets où on avait une équipe de 6 consultants avec 4 personnes clients qui travaillaient. On avait fait un espace exprès pour ça. Ça marche moyennement bien si les personnes sont dans le même espace de toute façon physique. Donc, ça marche extrêmement bien quand tout le monde est totalement distribué et n'est pas dans le même bureau. Lorsqu'il y a des gens qui sont dans le même bureau, ça a des limites évidentes. Voilà. Mais dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui avec le Covid, chacun chez soi de façon très, très isolée, cet outil est juste génial. Voilà. Merci infiniment, Benoît, c'est top. Merci beaucoup. Top. Ciao. Fabrice, qu'est-ce que tu es dans le coin? Je suis là, vous m'entendez? On t'entend bien, Fabrice. Alors, je te laisse partager ton écran. Yes. Donc, Fabrice Liu va nous parler alors, de tout plein d'outils que je ne connais absolument pas, mais qui sont sûrement passionnants. Est-ce que vous voyez mon écran, c'est bon? Ouais. Ouais, ok. Alors, pour les outils surprenants pour Stéphane, moi, ça fait un petit moment que je teste plein d'outils différents, dont Trello, dont tous les outils que vous avez parlé aussi, et j'avais besoin de trouver un outil qui était super agile pour arriver à penser dedans. Donc, c'est un peu mon outil à penser. Le premier que je voulais vous montrer, c'est Workflowy. Alors, vous allez voir, c'est ultra minimaliste et ultra simple. Ça fonctionne avec des puces. Et dans chaque puce, après, on déplie et on peut rentrer sur toute une arborescence. Donc, pour les personnes qui pensent en arborescence comme moi, c'est juste un régal parce qu'en fait, à chaque fois, donc là, j'ai fait un petit truc démo pour notre session de Zoom avec Stéphane. Et très rapidement, on peut déclarer une première arborescence de quelque chose qu'on a à traiter. Et puis, au fur et à mesure, on peut venir compléter sa pensée. Si jamais on a envie de redescendre sur l'arborescence d'un autre sujet, et ben, du coup, on peut compléter encore. Si on veut mettre plus d'informations complètes. En fait, en gros, l'idée, c'est que c'est vraiment un outil pour faciliter la pensée. Ça peut s'utiliser comme je le dis, pour penser, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour gérer les projets clients. Par exemple, moi, j'utilise vraiment pour tout. C'est-à-dire que là, je vais mettre, tiens, sur quel projet? Sur Sub de pub. Et vous voyez qu'à chaque fois que je vais cliquer sur une puce, en fait, je vais rentrer dans une vue spécifique où je vais pouvoir voir juste ce que j'ai décidé. Donc là où c'est ultra pratique, c'est que du coup, ça ne fait pas surcharge visuelle et ça ne fait pas surcharge cognitive. Vous pouvez avoir des arborescences qui sont ultra complexes et à chaque fois, en fait, rentrer juste dans une petite partie comme Workflowy ici pour venir compléter de l'information. Après, ce qui est pratique aussi, si vous êtes sur des projets en mode collaboratif, là par exemple, c'est un gros projet qui se fait avec des étudiants avec plusieurs phases. Vous voyez quand il y a la petite puce en bleu ici, c'est pour dire qu'en fait, ça a été partagé. Donc, par exemple, en phase 3 ici, j'ai ouvert une partie qui était destinée aux élèves. Voilà, ici avec les classes. Et en fait, sur les 3 petits points-là, on peut dire « OK, donc ça, je vais y partager. J'active un lien et ils ont tous les accès. » Donc, ils ont la possibilité de pouvoir écrire dedans sans même créer de compte, rien du tout. Donc, par exemple, pour notre démo… Fabrice, on vient de te perdre en son. Ah, vous me perdez en son. Voilà, ouais. C'est bon. Est-ce que je suis revenu? Ouais. Revenu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ok, fantastique. Et donc voilà, le lien que j'ai créé là en public, ça me permet de pouvoir directement vous le partager tout à l'heure avec les différentes ressources que je pourrais vous mettre dedans et vous pouvez aussi rajouter du contenu. C'est-à-dire qu'on peut écrire que là-dedans. Voilà, vous pouvez écrire et ne voir les choses que dans la zone que je vous ai partagée. Et à tout moment, je peux décider de fermer hop là, je unshare et je ferme l'accès. Donc là où c'est pratique, c'est que quand je bosse par exemple avec un client, je vais lui ouvrir l'accès que pour la partie qui correspond. Et si jamais je veux qu'il remplisse un endroit bien spécifique, par exemple gestion de projet, je veux qu'il remplisse juste le temps passé, je lui envoie sous liste, il n'a pas à appréhender un outil, il a juste à mettre du contenu. Donc on est vraiment très proche de la gestion de data brute quasi. Donc voilà, ça c'est pour Workflowy. Rome Research, que je vais vous montrer très rapidement aussi, c'est vraiment une démo pour les curieux. Hein. Je vous balance des choses, puis après vous explorez par vous-même.
Roam Research, je l'utilise pour faire de la recherche-action avec pas mal d'autres personnes qui sont dans des organisations différentes, qui sont aussi dans des écosystèmes différents. Tout le monde a l'accès sur cet espace et qui fonctionne très proche de Workflowly. C'est pour ça que je vous ai montré ça avant, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on crée des puces, on peut créer des arborescences à l'intérieur et on peut aussi cliquer sur une puce pour voir le détail de l'arborescence. Là où Roam Research est ultra puissant, je vais vous montrer une démo, c'est qu'en fait, on a une partie Daily Note où les gens peuvent noter ce qui s'est passé dans leur journée. Donc, on va pouvoir aller observer un peu ce qui se passe. Et puis, on va voir qu'il y a des choses qui se sont passées. Par exemple, ils ont travaillé sur un concept, Business Sofa, par les événements. OK. Donc là, moi, si je clique dessus, j'arrive sur la page spécifique de cette partie-là, avec les personnes qui étaient présentes et des tonnes d'informations. Et à chaque fois que vous avez une balise, en fait, ça marche comme dans Wikipédia. Ça vous permet de rentrer dedans. Notamment, par exemple, on part de la maison du design. Ah, je ne vois pas trop ce que c'est. OK, je clique dessus. Je vois que ça correspond à un concept qui a été porté par une personne. Ça correspond à un autre concept. Je peux cliquer dessus et je me retrouve à naviguer, naviguer, naviguer. Et en gros, l'idée, c'est que c'est un outil qui est super de sérendipité. C'est-à-dire qu'on va arriver dedans, on va chercher quelque chose en particulier. Par exemple, là, on a créé un index aussi où on travaille sur une offre de design fiction, par exemple. Je peux cliquer dessus. Le terme design fiction aussi, lui, est balisé. Comme ça, on a une explication un peu de ce que c'est le design fiction. On voit ici aussi en dessous, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en fait, à chaque fois que le terme design fiction a été cité, on voit où il a cité et quand. Et qui c'est qui l'a cité. Donc, ça veut dire qu'en fait, par exemple, sur un concept comme design fiction, si on avait 50 personnes, là, on est à peu près 30 sur la plateforme. Mais si on est à peu près 50, on pourrait voir toutes les personnes qui ont traité de ce sujet. Et du coup, être surpris des fois de se dire, ah ben, tiens, en fait, je ne suis pas le seul à parler de design fiction, il y en a au moins 10 qui sont en train de parler de ça. Donc voilà, c'est vraiment un outil de recherche et un outil de pensée en commun qui s'entrecroise vachement bien avec du wiki, avec de la partage de données. Par exemple, on partage des ressources numériques aussi ici. C'est le lien que je vous ai partagé dans le document de Stéphane juste là. Fabrice, je me trompe. Est-ce que c'est bien résumé de dire que c'est une sorte de Wikipédia privé ou pas? Alors, c'est un Wikipédia qui permet en même temps d'avoir cette logique d'arborescence, ce qui est ultra pratique parce que si par exemple on ne fait pas une page, solution visioconférence, boum, je rentre que là-dedans et je peux partager juste cette page. Donc en fait, on peut partager des parties de concepts, des parties de notes et en même temps avoir cette logique de page spécifique. Par exemple, là, vous avez ma page, voilà, où j'explique tout ce que je fais dessus avec tous les concepts et toutes les choses sur lesquelles je travaille. Et dans le sens privé, vous pouvez en effet faire en sorte que votre board soit privé. Nous, notre espace, on l'a appelé Omega parce que le but du jeu, c'est que c'est un espace qui est en commun, accessible en lecture par tout et n'importe qui. Et donc, du coup, cette instance-là, si vous voulez écrire dedans, vous demandez par contre d'avoir les droits d'accès pour écrire, parce que c'est sur la dynamique, la volonté d'écrire. Mais sinon, par contre, c'est accessible pour tout le monde. Et petit bonus, si ça ne met pas trop de temps à charger, ouais, voilà. Vous avez une vue en graphe. Donc, en gros, vous voyez exactement tous les concepts qui sont connectés sur toutes les pages et tout ce qui est connecté. Et donc, vous voyez les concepts qui sont les plus cités, les concepts qui ont plus d'interrelations. Et vous pouvez vraiment avoir une lecture du niveau d'information et de l'échelle d'information. Voilà. J'en dis pas plus, sinon on pourrait en parler pendant 8 heures. C'est un outil qui est gratuit Alors, pour le moment, c'est un produit qui est gratuit. Il est en train de réfléchir à mettre en place un plan payant. Un plan payant, je ne pense pas qu'il sera fou, un truc aux alentours des 30 € par mois, sachant que c'est toujours à destination de plusieurs personnes. Avoir un Roam Research tout seul, ce n'est pas intéressant. Avoir un Roam Research avec plein de gens, ça marche bien. Et sachant qu'à la base, c'est un outil qui était destiné aux différentes personnes de la recherche, par exemple biologie, physique, mathématiques, qui avaient tendance à faire de la recherche de manière isolée. Là, c'est vraiment un moyen de pouvoir avoir un espace commun et entrecroiser des concepts entre différents bords scientifiques. Ça rejoint pas mal de démarches de design au final de côté transdisciplinaire parce qu'on peut avoir des philosophes qui vont converser avec des designers en parlant de termes qui sont les mêmes mais pas avec les mêmes mots. L'idée, c'est que là, on peut les connecter entre eux. Voilà, ça c'était les deux gros premiers outils que je voulais vous présenter. Et après, je vais le faire très rapide pour la suite parce qu'il ne me reste pas 1000 ans. Mais en gros, on a Airtable. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment très pratique. C'est comme de l'Excel, donc tout le monde connaît. Sauf que vous avez la possibilité de pouvoir avoir d'autres types de vues. Donc, par exemple, ça, c'est un outil qu'on utilise sur Lyon pour référencer les différents événements qu'il peut y avoir. Donc, on a une vue de calendrier parce qu'on a choisi de traiter des événements en commun. Il y a des personnes qui vont gérer aussi la communication des événements. Donc, du coup, ils ont une vue en Kanban, comme pour Trello.
C'est exactement les mêmes éléments qui sont juste dans des entrées ici. Donc, ça veut dire qu'une personne qui veut juste fonctionner en mode Excel, ben, il peut renseigner dans cette vue-là. Une personne qui veut avoir une vue calendrier, il peut fonctionner là et il peut aussi Microsoft, tout ce qu'il veut. Et moi, ce que je trouve vraiment très pratique dans Airtable, c'est qu'il y a aussi une vue qui est une vue… hop, c'est sympa le petit message. Il y a aussi une vue qui est une vue formulaire. Donc, ça veut dire que si, par exemple, vous voulez référencer des personnes qui sont invitées à un événement, au lieu de passer par une liste Mailchimp ou quoi que ce soit, vous créez une base sur Airtable, vous créez un petit formulaire comme ça, et à la fin de votre événement, vous envoyez le formulaire aux gens avec les types d'entrées que vous avez envie, et les types d'entrées correspondent aux types d'entrées que vous avez ici dans votre base de données. Donc, le truc pratique, moi, que je trouve entre ça, Home Research et Workflowly, c'est que c'est des outils qui fonctionnent sur des trucs très basiques, du tableur ou de la liste à puce. Et donc, du coup, c'est très facilement exportable et importable dans n'importe quel autre logiciel si jamais un jour vous choisissez de changer de type de logiciel. Et puis, Notion App, je passerai vraiment très vite dessus. C'est la même chose que la suite Google, Google Doc ou quoi que ce soit. C'est juste que vous avez un fonctionnement en workspace qui sont ici. Donc là, je reste sur le petit écosystème dont je vous parlais tout à l'heure. Vous créez des documents à l'intérieur. Les documents, vous pouvez aussi créer en fait des modèles de documents plus complexes comme des listes de personnes qui sont liées à d'autres types de pages ici pour référencer par exemple des gens. Vous pouvez aussi avoir une vue en card. Vous pouvez lister des projets de cette manière, ou vous pouvez aussi lister des projets en mode Kanban avec une logique de progression et de cartes que vous pouvez déplacer. Là où c'est intéressant, Notion, c'est que vous pouvez avoir un peu ce que vous faites dans Airtable, un peu ce que vous faites dans Workflowly, un peu ce que vous faites dans Home Research, mais tout dans la même application. Donc, pour les personnes qui préfèrent être dans une seule application, vous pouvez faire ça là-dedans. Le seul inconvénient que je verrais, c'est que justement, vu que ça fait tout, eh ben, ça fait un petit peu moins bien chacune des parties. Mais des fois, dans la logique de certaines organisations, il vaut mieux avoir un seul outil plutôt que plein d'outils. Et vous pouvez avoir plusieurs workspaces différents, certains qui sont partagés, d'autres qui sont juste à vous. Voilà pour Notion. J'ai vu quelqu'un qui a fait un site web avec Notion. Tu t'en sais un peu plus de ça? Comment ça fonctionne? Ouais, exactement. Ouais. En fait, en gros, quand vous créez une page sur Notion, comme vous voyez par exemple sur cette page-là, vous pouvez mettre un en-tête, vous pouvez mettre un petit avatar, vous pouvez ouvrir des pages de discussion. Et en gros, la mise en page que vous faites sur votre page, ça peut être une mise en page de page web. Après, quand vous allez partager votre document, vous pouvez le déclarer en public access et vous pouvez même activer le fait qu'il soit trouvable sur les moteurs de recherche. Donc, en gros, si vous créez un workspace spécifique, par exemple, moi là, je suis en train de bosser sur un petit livre, vous pouvez créer un workspace où vous avez tout le sommaire de votre livre. Derrière, vous en générez un lien et vous l'autorisez dans les moteurs de recherche. Et du coup, c'est comme si vous aviez votre livre qui était accessible comme un site internet directement sur le… Mais tu peux lier une adresse, tu peux lier une URL dessus ou pas? Ou c'est notion.com/ ton projet? Alors après, oui, dans le plan gratuit, je ne crois pas qu'on peut le faire, mais dans le plan payant, en fait, on peut définir une URL particulière pour un workspace. Donc, par exemple, le workspace Sofa qui est ici, si je voulais, je pourrais activer le fait que ça soit toujours à sofa.com/ la suite de l'URL. Et donc, du coup, ça serait redirigé. Classe. Voilà, donc il y a ce côté-là aussi qui est pratique. Et aussi, le côté pratique de Notion, c'est qu'il y a une communauté bien active et même les mecs qui bossent à Notion sont ultra agiles, donc ça bouge tout le temps, c'est bien fait et c'est propre, quoi. Et puis, comme maintenant, un peu dans tous les standards, vous avez accès à des imports qui sont assez intéressants. Texte et Markdown, donc du coup, vous pouvez importer de tous les types d'éditeurs texte que je vous ai montré juste avant. Les trucs un peu standards comme Evernote, Trello, Asana, enfin, vous pouvez tout récupérer. Et vous avez des templates par défaut qui vous permettent de commencer facilement avec des meeting notes, des boards spéciales pour l'éducation. Et vu qu'ils sont by design, ils réfléchissent vraiment par les usages. Donc, du coup, vous avez des templates suivant les usages que vous voulez en faire. Donc, ça, c'est pratique. Génial. Voilà. Et il me reste une minute ou pas? Allez, une minute, juste pour vous dire, pour les bonnes pratiques sur Gmail. Et là, du coup, c'est totalement inspiré du bouquin Make Time de notre cher Jake. C'est pour faire gagner du temps là, pendant ces périodes un peu confinées, vraiment d'utiliser Gmail en mode to-do.
C'est-à-dire qu'avant de basculer quoi que ce soit dans une to-do, se dire que là, c'est déjà une to-do avec les mails qui sont des conversations. Et ces conversations, dès le moment où vous appliquez une réponse, ça doit disparaître de votre inbox. Donc, du coup, pouvoir jouer au jeu du inbox 0 dans Gmail, c'est juste génial. Ça fait gagner beaucoup de temps. Sachant que la fonction que j'utilise tout le temps aussi, c'est que dès le moment où je réponds à un mail, derrière, si je dois faire une relance, j'utilise la fonction snooze qui est là pour la rebalancer au lundi d'après. Et pareil, la procrastination, c'est très bien aussi dans Gmail. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, vous avez un mail qui ne doit pas être traité aujourd'hui et qui est important à traiter peut-être plus le week-end parce que c'est un truc perso, et ben, vous prenez et vous rebalancez directement. Demain, on est déjà le week-end, donc c'était demain. Vous balancez au week-end et puis comme ça, vous vous répartissez en fait vos tâches temporellement dans le temps. Et à chaque fois que vous arrivez le matin, dans votre Gmail, vous avez un inbox 0. Enfin, le soir, vous avez un inbox 0. Le matin, vous avez que les mails qui sont importants à traiter dans la journée, plus les nouveaux mails. Et tout dernier truc, après, je me tais, c'est vraiment de faire en sorte d'écrire vos mails le plus possible le soir vers 18h. Ça évite qu'il y ait des réponses et ça évite que ça vous pourrisse 1 heure dans la journée à avoir des échanges de conversations par mail, alors que ça ne devrait pas. Et du coup, vous n'avez que des vrais mails parce que vous répondez que le lendemain. Voilà, je crois que j'ai fini. Top, merci infiniment Fabrice. Alors, pour résumer tout ce qu'on a vu, on a parlé de quoi? On a parlé de Zoom et de Mural. On a parlé de... Alors, il y avait Jitsi, un outil de vidéoconférence, et Framaboard et Trello. On a parlé de Monday, on a parlé de Notion, Room Research, tous les outils de Fabrice, Notion. Et puis, on a aussi parlé de Sokoko. Donc, si vous avez encore des questions, c'est bienvenu. On est là pour y répondre. Vous retrouvez, je vais mettre sur le post LinkedIn donc le nom des personnes. Je vais les taguer, comme ça, vous les retrouvez. Et si vous avez des questions en privé à poser aux personnes, n'hésitez pas à les contacter en direct. Aussi, je proposerai aux intervenants, si vous voulez partager vos slides, n'hésitez pas à me les envoyer. Puis moi, je ferai un gros dossier Dropbox. Comme ça, vous pouvez tout télécharger d'un coup. Et je vous mettrai ça aussi sur le LinkedIn. Est-ce qu'il y a encore des questions? Hop. Ok, alors, merci beaucoup à tous, Top, be safe. Exactement. Merci à tous d'avoir passé cette heure et quelques ensemble. C'était très cool, très très sympa de découvrir tous ces outils. Moi, perso, la moitié, je ne les connaissais pas. Et puis voilà, c'est quelque chose qu'on pourra se refaire à l'occasion. En tout cas, j'espère que vous avez eu du plaisir. Cette vidéo sera enregistrée, donc du coup, je l'exporterai, j'exporterai le fichier. Vous pouvez aussi la voir si vous le voulez. Et puis, ça sera diffusé sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci infiniment à tous d'avoir été présents avec nous cet après-midi. Et à bientôt. Ciao, ciao. Tout bon week-end. Salut, merci. Ciao.